vous attendiez ce matin, en me réveillant, je me suis posé une question. Comment fait-on pour mettre une image dans la télévision alors qu'en vrai les gens ne sont pas dedans? J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des réponses fascinantes. C'est pas compliqué. Mais non, ce n'est pas compliqué, vous allez voir, nous allons faire le point sur les différentes étapes et tout deviendra plus clair. Commençons par l'acquisition. Tout d'abord, pour qu'il y ait une image, il faut de la lumière. Il y a différentes sources de lumière comme le soleil et les lampes. C'est grâce aux rayons qu'elles diffusent que nous pouvons percevoir les objets qui nous entourent et les couleurs. Explication. Bon, qu'est-ce que c'est cette lumière divine-là? Ces sources diffusent une lumière que l'on appelle blanche. Elle est composée de différentes radiations qui vont du rouge au violet. Une fois arrivées sur un objet, les radiations sont soit absorbées, soit renvoyées. Regardons un petit exemple. J'écoute. La lumière arrive sur le logo de Lighton. Le logo de Lighton absorbe toutes les radiations sauf le orange qu'il renvoie. C'est comme ça que l'on sait que le logo de Lighton est orange. Je sais ce que vous vous dites, mais pourquoi voyons-nous les couleurs? Eh bien c'est très simple. La rétine de l'œil est tapissée de cellules sensibles à la lumière. Ah bah voyons. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les cônes. Il en existe 3 types. Il y a les cônes sensibles au bleu, ceux sensibles au rouge et ceux sensibles au vert. Le cerveau traite ensuite les signaux reçus via le nerf optique pour former une image colorée. C'est le même principe qui est utilisé dans les caméras. Et oui, pour confectionner les caméras, les ingénieurs se sont inspirés de l'œil humain. Il y a premièrement une partie optique qui permet la formation des images. C'est la lentille de la caméra qui permet cette opération. La lentille s'apparente au cristallin. Une deuxième partie mécanique et aujourd'hui électronique qui permet l'exposition des images grâce au diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de la quantité de lumière comme l'iris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Enfin, la partie où se forment les images, c'est le capteur. Il fonctionne comme la rétine de l'œil. La lumière entre par les lentilles et le diaphragme, mais elle est décomposée par un prisme qui va séparer le rouge, le vert et le bleu pour pouvoir enregistrer les couleurs et l'intensité lumineuse de façon plus simplifiée pour la caméra. Cette opération permet de créer un fichier numérique qui pourra être conservé et lu. Regardons comment fonctionne le capteur plus en détail. Il existe 2 types de capteurs différents, les CCD et les CMOS, mais ils fonctionnent tous deux sur le même principe. Tout d'abord, une matrice de cellules photosensibles, un capteur par pixel, qui transfère la charge soit à un collecteur et à un convertisseur, soit directement au convertisseur. Les capteurs sont donc capables de convertir les rayons perçus par l'œil de la caméra en un fichier numérique pour pouvoir les transporter plus facilement. On parle maintenant d'un signal vidéo. Intéressant de voir comment une image est captée par une caméra. J'espère que maintenant cette étape est un peu plus claire pour vous. Mais comment réussit-on à transporter les images ainsi filmées jusqu'à nos télévisions? Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes si curieux de savoir. Pour que l'image soit transportée, il faut l'encoder sous un format numérique, c'est-à-dire transformer l'image captée en une suite de 0 et de 1. C'est du codé? Je trouve pas la traduction. Pour cela, nous appliquons 3 étapes de transformation au signal. En effet, après l'enregistrement, le signal est bien trop complexe pour être compris par un ordinateur qui ne parle que grâce au code binaire. Il faut donc échantillonner le signal, c'est-à-dire prendre des valeurs à intervalles réguliers et enfin il faut le quantifier, c'est-à-dire prendre les valeurs entières comme 0, 1, 2, 3. Ok. Cependant, le signal reste encore trop lourd pour être transporté correctement. Il faut lui attribuer un codec qui permettra de compresser et de décompresser. Pour simplifier le signal, on utilise la transformée de Fourier qui va permettre de le décomposer en une série de fonctions sinus et cosinus qui permettra d'éliminer les fréquences qui ne sont pas utiles, comme en son toutes les fréquences qui ne sont pas comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Compliqué cette série de Fourier. J'ai moi-même eu du mal à comprendre, il m'a fallu 5 ans et un bac plus 5. Bref, passons maintenant à l'étape suivante. Après avoir été captée, l'image va être transmise sous forme de signal, soit via un guide physique, soit sans guide physique, en tant qu'onde. La plupart du temps, vous recevez la télé chez vous grâce à un câble coaxial. Tout ce que tu as à savoir, c'est que...
Le signal est transmis sous forme de courant électrique grâce à des fils de cuivre. L'absence de courant représente le 0 et la présence de courant le 1. Il en est de même pour la télévision par ADSL que vous recevez chez vous grâce à un câble RJ45 ou RJ11. Est-ce que je me suis bien fait compris? Mais il y a aussi la fibre optique. Il s'agit d'un fil de verre ou de plastique qui permet un transfert plus élevé et en plus grande quantité que le simple câble coaxial. Le signal électrique est transformé en signal lumineux qui se reflète sur les parois du câble en empruntant un parcours zigzag jusqu'à l'autre extrémité du câble où le processus inverse se produit. Oh, mais j'adore! Vous pouvez aussi recevoir la télé par satellite. Tout se fait par l'intermédiaire d'une onde. J'ai jamais vu de chose pareille. C'est quoi ça? Regardons ça d'un peu plus près. Sans guide physique, il existe plusieurs moyens de transporter un signal, par satellite, antenne râteau, parabole ou encore antenne relais. Tout se fait grâce à une onde qui est émise depuis une source. Cependant, le signal binaire est trop faible pour être transmis. Alors, on génère une onde de plus grande amplitude appelée onde porteuse, qu'on fait moduler. Il ne faut pas confondre avec la fréquence de notre signal binaire. Les hautes fréquences correspondent au 1 et les basses fréquences au 0, reformant ainsi notre signal binaire. Enfin, le satellite capte les ondes et les retransmet dans le monde entier, ainsi que sur vos écrans. C'est bien beau la transmission, mais comment choisir sur notre télévision le programme que l'on veut regarder? Eh bien, il faut savoir que le signal, au cours de sa transmission, est multiplexé. C'est-à-dire que plusieurs signaux qui correspondent ici à plusieurs chaînes sont mélangés lors de la transmission et séparés en arrivant sur vos écrans. Cette opération permet de recevoir plusieurs chaînes alors qu'il n'y a qu'une seule voie d'accès à votre télévision. Fascinant, non? C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue. Maintenant que nous recevons le signal, nous pouvons allumer notre télévision. Mais saviez-vous qu'il existe 4 principaux types d'écrans? Les différences se font au niveau du format, chaque écran a le sien, mais aussi au niveau de la technique d'affichage. Les écrans cathodiques sont les plus vieux écrans présentant une énorme bosse à l'arrière. Cette bosse est due à la présence d'un tube cathodique. Ce tube permet l'affichage des images. Celui-ci est composé d'un canon à électrons. Les électrons, une fois stimulés, sont propulsés à travers l'écran qui se retrouve alors couvert d'une fine couche d'éléments phosphorescents. Ceux-ci sont appelés les luminophores. Je vous en prie, restez concentrés. Chacun émet de la lumière, ce qui crée alors un pixel. Et chaque pixel mis côte à côte crée l'image. Eh ben oui! Ça, c'était pour la télé noir et blanc. Mais pour avoir de la couleur, il n'y a pas beaucoup de changements. Au lieu d'avoir un faisceau d'électrons, il y en a 3. De 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Ces couleurs sont à la base de toutes les autres. Les LED et les LCD. Les écrans LED et LCD sont assez semblables. Ils fonctionnent tous deux par rétroéclairage. Parfait. Les écrans LCD fonctionnent à l'aide de cristaux liquides. Ceux-ci sont prisonniers entre deux plaques de verre et changent de position en fonction de la stimulation électrique, laissant ainsi passer plus ou moins de lumière. Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Pour les écrans LED, il en existe 3 types. Mais le plus intéressant est le LED RGB. Chaque pixel est composé de 3 LED de couleurs rouge, verte et bleue. J'aime bien ce matériel et longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. Selon la couleur à afficher, chaque LED s'éclaire d'une intensité plus ou moins forte, illuminant ainsi le pixel de la bonne couleur. Les écrans plasma. Chaque pixel est composé de 3 microscopiques cavités identiques contenant un gaz rare. En gros, pour faire simple, Chaque cavité dispose de 2 électrodes, une avant et une arrière. Si tout se déroule comme prévu. En appliquant une forte tension alternative sur chaque électrode, on brasse le plasma que les cavités contiennent. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oh, ça n'est pas qu'une question de moyens. Si, Non. si, Oh non. si. Le plasma émet des UV qui viennent frapper les scintillateurs disposés au fond de chaque cavité. Ces scintillateurs sont choisis afin d'émettre chacun une couleur primaire,
rouge, verte ou bleue. Et maintenant, bouquet final. La lumière colorée traverse ensuite la vitre avant pour être perçue par l'utilisateur. Je suis sûre qu'un jour vous vous êtes demandé pourquoi est-ce qu'il y avait des bandes noires sur vos écrans. Eh bien cela est dû au format vidéo. Il en existe 4 types. Les formats de vidéo correspondent à un rapport largeur fois hauteur. C'est le passage d'un format à un autre qui peut créer des bandes noires en haut et en bas, à droite et à gauche d'une vidéo. Les formats vidéo. Le 4/3, qui est utilisé pour les ordinateurs et les anciennes télé. Le 16/9, qui est utilisé sur tous nos écrans maintenant, que ce soit sur nos ordinateurs et sur nos télés. Le 1,85/1, qui correspond au cinéma haut débit, et le 2,35/1, qui est le cinéma cinémascope. Il faut savoir que si un jour vous déménagez aux États-Unis ou au Japon, votre écran acheté en France ne fonctionnera pas. C'est malin, hein? C'est malin! Les normes de diffusion diffèrent à travers le monde. Le PAL et le SECAM sont principalement utilisés en Europe, en Asie et en Afrique. Ces normes s'adaptent à la fréquence du courant électrique distribué dans ces pays. Elle affiche donc 25 images par seconde. Le NTSC, utilisé surtout en Amérique et au Japon, diffuse quant à lui 30 images par seconde. Ces normes de diffusion existent aussi dans le cinéma où l'on diffuse 24 images par seconde. Peut-être qu'un jour, nous aurons de nouveaux moyens de regarder la télévision. À l'instar de l'Oculus Rift, les écrans du futur pourraient être totalement immersifs. Par exemple, les films pourraient être filmés à 360 degrés et nous pourrions ainsi nous retrouver au milieu de la scène en portant une sorte de casque, permettant ainsi une grande avancée dans le domaine du 7e art. En attendant la technologie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Lighton. Bon allez, j'y vais.